La tempête silencieuse. Larkin Thorne avait perfectionné l'art de l'invisibilité au cours de ses 3 premiers mois au lycée Roosevelt, un vaste complexe de briques et de verre qui se dressait comme une forteresse à la périphérie est de la ville, sa réputation bâtie sur l'excellence académique et sa hiérarchie tacite de la cruauté. Elle était petite, à peine 1,60 m en basket, avec une silhouette qui paraissait délicate, presque fragile. Ses cheveux bruns habituellement attachés en une queue de cheval pratique pour dégager son visage. Ses vêtements étaient quelconques. Un jean, des t-shirts unis, un sweat à capuche gris qu'elle portait comme une armure contre l'attention du monde. Tout en elle criait « Ne me voyez pas !» et la plupart du temps, ça marchait. Elle gardait la tête baissée dans les couloirs bondés où les casiers claquaient et où les voix résonnaient sur le carrelage institutionnel, où les groupes se formaient, jugeaient et classaient chacun dans des catégories qui définiraient toute leur expérience. Elle était arrivée après les vacances de Noël, ce qui signifiait qu'elle avait manqué les premiers mois cruciaux où les alliances se nouaient et les positions sociales se cimentaient. Elle n'était personne et elle avait travaillé dur pour que cela reste ainsi. La promesse qu'elle avait faite à son père pesait sur elle chaque jour. Son visage ressurgissait dans son esprit pendant les moments de calme, la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait, la chaleur rugueuse de ses mains quand il ajustait sa posture, la cadence patiente de sa voix lorsqu'il lui apprenait à bouger, à se défendre, à survivre. Il avait été dans les forces spéciales, puis instructeur d'arts martiaux, ouvrant un petit dojo dans leur ancienne ville où il l'avait entraînée depuis qu'elle savait marcher. Principalement le jiu-jitsu brésilien, l'art doux qui transformait la taille et la force en désavantage, mais il y avait mêlé des éléments de boxe et de muay thai, lui enseignant que la véritable autodéfense exigeait de la polyvalence. Elle avait obtenu sa ceinture noire à 14 ans, participant à des tournois dans plusieurs régions, gagnant plus souvent qu'elle ne perdait. Mais c'était avant l'accident qui l'avait emporté sur une autoroute détrempée par la pluie, 2 ans plus tôt, avant que sa mère ne les fasse déménager ici pour tout recommencer, pour échapper aux souvenirs, pour trouver quelque chose qui ressemble à la paix, avant que son père ne lui fasse promettre, dans ses derniers moments de lucidité à l'hôpital, de n'utiliser ce qu'il lui avait enseigné que lorsqu'il n'y aurait absolument aucun autre choix. La violence doit être ton dernier recours, pas le premier, avait-il dit, sa voix à peine un murmure contre le bip des machines. Tu es plus forte que tu ne le penses, Lark. Mais la vraie force, c'est de savoir quand ne pas se battre. Alors, elle ne se battait pas. Elle absorbait. Elle endurait. Elle devenait un fantôme. La première rencontre avec Kendall Prescott avait été presque insignifiante. Un mardi matin, Larkin était à son casier, rangeant ses manuels, quand une épaule l'avait heurté assez fort pour la faire trébucher. « Fais gaffe !» avait dit une voix dégoulinante d'un mépris désinvolte. Larkin avait levé les yeux pour voir une grande fille aux cheveux blonds, parfaitement méchés, portant une tenue de sport de marque qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe de Larkin, et des yeux qu'il avait évalués et rejetés dans le même regard. 2 autres filles la flanquaient, l'une avec des cheveux bruns coiffés en tresses élaborées, l'autre avec un visage anguleux et des lunettes de soleil de créateur sur la tête, bien qu'elle soit à l'intérieur. Elle riait de quelque chose, et Larkin n'avait été qu'un obstacle. Elle avait marmonné des excuses, même si ce n'était pas sa faute, avait fermé son casier et s'était éloignée. La rencontre avait duré peut-être 10 secondes, mais quelque chose avait changé à ce moment-là. Kendall l'avait remarqué, et être remarqué par Kendall Prescott était apparemment une malédiction. L'escalade avait été graduelle, presque expérimentale, comme si Kendall testait les limites pour voir jusqu'où elle pouvait aller. Une bousculade délibérée dans le couloir était devenue 2, puis 3. Les commentaires avaient commencé. « Jolie sweat, tu l'as trouvée à la friperie ?» lancé avec un sourire qui trompait les professeurs à proximité mais pas Larkin.
Tu marches toujours en regardant tes pieds? T'as peur de croiser le regard des gens ou quoi? Des livres étaient tombés des bras de Larkin, alors qu'elle se rendait en cours, s'éparpillant sur le sol, pendant que Kendall et ses amis, Léa et Inès, Larkin l'avait appris, riaient et continuaient leur chemin. « Oh mon Dieu, je suis si maladroite !» disait Kendall avec une innocence exagérée si quelqu'un demandait. Larkin s'agenouillait et ramassait ses affaires en silence, les joues en feu, tandis que les autres élèves la contournaient ou l'enjambaient, personne ne proposant son aide. La règle tacite semblait être « ne pas s'en mêler ». Le père de Kendall était quelqu'un d'important, une sorte de cadre supérieur ou d'avocat. Les détails étaient vagues, mais l'influence était réelle. La famille Prescott faisait des dons au lycée. Kendall jouait dans l'équipe de volley et maintenait une excellente moyenne. Sur le papier, c'était une élève modèle. Ce qui se passait dans les marges ne comptait pas. Dès la 3e semaine, le schéma était établi. Larkin arrivait tôt au lycée, essayant d'atteindre son casier avant la foule, avant que Kendall n'apparaisse comme un orage qui s'annonce. Mais Kendall semblait avoir un 6e sens pour ça, se matérialisant avec son entourage, toujours avec quelque chose de blessant à dire. « Voilà notre petite souris », annonçait-elle, et le couloir devenait légèrement plus silencieux, les gens se retournant pour regarder ou détournant le regard, faisant semblant de ne pas voir. Larkin gardait une expression neutre, un langage corporel non menaçant, des réponses minimales. « Oui, non, pardon, excusez-moi ». Elle ne leur donnait aucune prise, aucune réaction qui justifierait une escalade. Mais son absence de réponse semblait exaspérer Kendall, plus qu'une riposte ne l'aurait fait. Il y avait quelque chose dans l'acceptation silencieuse de Larkin qui ressemblait à de la défiance, bien que Larkin ne puisse l'expliquer. Elle voulait juste disparaître. La cantine était une forme d'enfer particulière. La cantine du lycée Roosevelt était immense, capable d'accueillir 600 élèves sur de longues tables disposées en îlots, avec des baies vitrées du sol au plafond, le long d'un mur qui inondait l'espace de lumière. La hiérarchie sociale était visible dans la disposition des places. Les sportifs, près des fenêtres, les élèves des sections d'excellence au milieu, diverses sous-cultures revendiquant les coins, et les marginaux non classés trouvant de la place où ils le pouvaient. Larkin s'asseyait habituellement au bout d'une table près du fond, près des poubelles, mangeant rapidement et partant dès que possible. Mais un jeudi, elle était à mi-chemin de son sandwich quand elle avait senti la présence derrière elle. Cette électricité particulière qui précédait les ennuis. Cette place est prise. La voix de Kendall, une fausse douceur enrobant de l'acier. Avant que Larkin ne puisse répondre, Kendall avait, accidentellement, renversé le plateau de Larkin, faisant tomber sa bouteille d'eau sur ses genoux, trempant son jean. Les rires avaient fusé de la table de Kendall. Larkin s'était levé lentement, l'eau dégoulinant, et s'était dirigée vers les toilettes sans un mot. Elle s'était séchée du mieux qu'elle pouvait sous le sèche-main, fixant son reflet dans le miroir, visage pâle, expression crispée, des yeux qui paraissaient plus vieux qu'ils n'auraient dû. Elle était restée dans ses toilettes jusqu'à la fin de la pause déjeuner, assise dans une cabine, respirant pour surmonter l'humiliation, se remémorant les paroles de son père. Ça ne valait pas la peine de briser sa promesse. Ce n'était que le lycée, ça passerait. Mais ça n'est pas passé, ça s'est intensifié. Son casier fut vandalisé pour la première fois un lundi matin fin mars. Quelqu'un avait gribouillé « nul » dessus au marqueur indélébile. Le personnel d'entretien l'avait nettoyé, mais le fantôme des lettres était resté, une ombre faible que Larkin voyait chaque fois qu'elle ouvrait son casier. Elle l'avait signalé à l'administration, mais sans preuve de l'auteur, il ne pouvait rien faire. « Avez-vous des problèmes avec quelqu'un ?» avait demandé la proviseure adjointe, une femme fatiguée avec des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Larkin avait hésité, puis secoué la tête. Mouchardet ne ferait qu'empirer les choses. La proviseure adjointe avait semblé soulagée de ne pas avoir à s'en occuper. Léa et Inès étaient devenues plus audacieuses, enhardies par le leadership de Kendall.
Elles avaient lancé une campagne de chuchotement, répandant des rumeurs selon lesquelles Larkin avait changé de lycée parce qu'elle avait été renvoyée du précédent, qu'elle était bizarre, qu'elle sentait mauvais, qu'elle était dangereuse. Rien de tout cela n'était vrai, mais la vérité n'avait pas d'importance dans l'écosystème des ragots de lycée. La perception était la réalité. Les élèves qui auraient pu être neutres à son égard commençaient à prendre leur distance. Elle était contaminée par association avec la cruauté de Kendall. Le premier week-end après l'incident du casier, Larkin était resté dans sa chambre, porte fermée, pendant que sa mère faisait une double garde à l'hôpital. Elle avait étalé ses devoirs sur son lit, mais ne pouvait pas se concentrer, son esprit revivant en boucle les humiliations de la semaine. Elle avait ouvert son placard et sorti le sac de sport qu'elle gardait caché au fond, l'ouvrant lentement, comme si elle ouvrait quelque chose d'interdit. À l'intérieur se trouvait son kimono, l'uniforme traditionnel de jiu-jitsu brésilien, toujours propre et repassé, bien qu'elle ne l'ait pas porté depuis plus d'1 an. En dessous se trouvaient ses médailles de compétition, ses certificats de grade, des photos de son père démontrant des techniques, ses notes manuscrites sur la stratégie et la philosophie. Elle avait passé ses doigts sur le tissu, sentant son poids, le souvenir de qui elle était autrefois. Dans cette autre vie, dans cette autre ville, elle avait été confiante, capable, quelqu'un que les gens respectaient. Ici, elle n'était personne. Elle avait refermé le sac et l'avait repoussé dans le placard. Mais la douleur de ce geste l'avait suivie tout le week-end. Le dimanche soir, elle avait envoyé un texto à son ancien entraîneur, juste pour dire bonjour, et il avait répondu immédiatement, lui demandant comment elle allait, si elle avait trouvé un nouveau club pour s'entraîner. Elle avait menti en disant qu'elle y pensait. La vérité, c'est qu'elle ne pouvait pas. S'entraîner signifierait se souvenir, et ce souvenir faisait trop mal. De plus, elle avait fait une promesse. La 5e semaine amena Roman Chevalier dans sa vie, bien qu'elle n'en ait pas reconnu l'importance au début. Il était dans son cours d'anglais depuis janvier, assis 2 rangs plus loin, participant toujours aux discussions, avec des observations intelligentes qui montraient qu'il faisait vraiment les lectures. Il avait un sourire facile et une veste en cuir usé qui semblait naturelle sur lui plutôt que forcée. Larkin l'avait remarqué comme elle remarquait tout, cataloguant les détails sans s'engager. Mais un après-midi après les cours, il l'avait arrêté dans le couloir. « Hé, Larkin, c'est ça ?» Il avait prononcé son nom correctement. Larkin, pas Laoyukin comme la plupart des gens. Elle avait hoché la tête, immédiatement sur la défensive, attendant ce qui allait suivre. « Je me demandais si je pouvais t'emprunter tes notes de la semaine dernière. J'ai eu la grippe et j'ai manqué 3 jours, et je sais que tu prends des notes très complètes. » Il avait désigné son cahier, qu'elle serrait contre sa poitrine. Elle avait hésité, méfiante de la gentillesse, car la gentillesse semblait toujours avoir un prix. Mais son expression était sincère, ouverte, sans agenda caché qu'elle puisse détecter. Elle lui avait tendu le cahier en silence. « Merci, je te le rendrai demain. Tu me sauves la vie. » Il avait souri, et elle avait senti quelque chose se fissurer légèrement dans l'armure qu'elle avait construite autour d'elle. Le lendemain, il lui avait rendu le cahier avec un café du Starbucks près du lycée glissé dans la spirale. « Merci encore. Tes notes sont meilleures que le manuel. » Elle l'avait pris, ne sachant pas comment répondre à ce geste, et il était resté un instant comme s'il voulait dire autre chose. « Tu es nouvelle ici, non ? Comment tu trouves Roosevelt ?» C'était une question simple, mais l'intérêt sincère dans sa voix l'avait décontenancée. « Ça va ?» avait-elle dit, le mensonge automatique. Ses yeux avaient étudié son visage comme s'il pouvait voir à travers, mais il n'avait pas insisté. « Cool. Eh bien, si jamais tu veux déjeuner ou autre, je mange généralement près de l'atelier d'art plastique. C'est plus calme que la cantine principale. » Puis, il s'était éloigné avant qu'elle ne puisse formuler une réponse. Elle était restée là, tenant le cahier et le café, sentant la chaleur s'infiltrer à travers le gobelet, et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir avait vacillé dans sa poitrine.
Elle n'alla pas le trouver pour déjeuner ce jour-là, ni le lendemain, mais le vendredi, elle était passée devant l'atelier d'art plastique et l'avait aperçu assis sur un banc devant l'atelier de céramique, mangeant un sandwich et lisant un livre de poche abîmé. Il avait levé les yeux à son approche et son visage s'était illuminé. « Hé ! Viens t'asseoir !» Elle l'avait fait, se perchant sur le bord du banc comme si elle pouvait avoir besoin de fuir à tout moment. Ils avaient parlé du livre qu'il lisait, un truc de science-fiction dont elle n'avait jamais entendu parler, puis du devoir d'anglais, puis de musique, et avant qu'elle ne s'en rende compte, la pause déjeuner se terminait, et elle avait vraiment ri à quelque chose qu'il avait dit. C'était la première fois qu'elle riait au lycée depuis son arrivée. « Même heure lundi ?» avait-il demandé, et elle avait hoché la tête. En s'éloignant, elle avait senti des yeux sur elle et s'était retournée pour voir Kendall, qui observait de l'autre côté de la cour, son expression illisible mais clairement pas amicale. La lueur d'espoir dans la poitrine de Larkin s'était transformée en un nœud froid d'angoisse. La 6e semaine, Larkin et Roman avaient trouvé un rythme facile. Ils déjeunaient ensemble la plupart du temps, parlant de tout et de rien, livres, films, musique, leur manie étrangement spécifique, leur projet pour après le bac qui semblait à la fois excitant et terrifiant. Il était drôle sans en faire trop, intelligent sans être prétentieux, et il semblait sincèrement intéressé par ce qu'elle avait à dire. Elle avait appris qu'il voulait étudier l'architecture, qu'il avait vécu toute sa vie dans le quartier de Roosevelt, que ses parents étaient divorcés et qu'il partageait son temps entre leur maison, qu'il jouait de la guitare dans un groupe qui répétait dans le garage de son ami tous les dimanches. Il avait appris qu'elle était nouvelle dans la région, que son père était décédé, qu'elle aimait les vieux films et la télé-réalité nulle à parts égales, qu'elle était en fait très douée en calcul même si elle faisait semblant de ne pas l'être. Ce qu'elle ne lui avait pas dit, c'était le harcèlement Kendall, la menace constante et sourde qui colorait chaque journée. Elle ne voulait pas qu'il connaisse cette partie de sa vie. Elle voulait garder cette chose entre eux propre et séparée, intacte de la laideur. Mais Kendall remarqua, bien sûr qu'elle remarqua. Larkin était devenu son projet, son divertissement, et maintenant quelqu'un interférait. L'escalade était inévitable. Ça a commencé par des commentaires pendant les intercours quand Roman était à proximité. « Oh, regarde, la souris s'est trouvée un ami. Est-ce qu'il sait que t'es une tarée ?» Assez fort pour que Roman entende, lancé avec un sourire. Roman avait froncé les sourcils, commencé à dire quelque chose, mais Larkin lui avait attrapé le bras et l'avait entraîné plus loin. « Ignore-la, » avait-elle dit doucement. « Ça n'en vaut pas la peine. » Il l'avait regardée avec confusion et inquiétude. « Tu la connais ? Elle t'embête ?» Larkin avait secoué la tête, le mensonge amer sur sa langue. « Ce n'est rien. Elle est juste. Comme ça avec tout le monde. » Roman n'avait pas eu l'air convaincu, mais il avait laissé tomber. Le lendemain, quelqu'un avait posté une photo de Larkin et Roman assis ensemble au déjeuner sur Instagram avec la légende « Faut croire que les nuls finissent par se trouver » avec une douzaine d'émojis qui pleurent de rire. Le post avait obtenu 37 likes avant que Roman ne le voie et ne fasse en sorte que la personne le retire. Mais le mal était fait. L'association avait été rendue publique. Roman était maintenant contaminé par sa connexion avec elle. 7e semaine, et Kendall tourna son attention vers Roman comme cible secondaire, un nouvel outil pour blesser Larkin, là où elle était vulnérable. C'est arrivé à la cantine, bondée et bruyante, les plateaux s'entrechoquant et les conversations se superposant. Larkin et Roman étaient assis à leur place habituelle quand Kendall et son entourage sont apparus. « Salut Roman », dit Kendall, ignorant complètement Larkin. « On fait une fête ce samedi. Tu devrais venir. » Elle l'avait dit assez fort pour que les tables voisines puissent entendre, que l'invitation soit une chose publique. Roman avait eu l'air mal à l'aise. « Merci, mais je suis pris. » Kendall avait fait la moue.
une expression exagérée. Pris avec elle? Elle avait fait un geste dédaigneux vers Larkin. Allez, tu peux faire tellement mieux. Je veux dire, je comprends les cas sociaux, mais là, c'est genre... Elle avait laissé sa phrase en suspens, laissant l'insulte flotter, encore pire pour ce qui n'était pas dit. La mâchoire de Roman s'était crispée. Pas intéressé, Kendall. Sa voix était froide, d'une manière que Larkin n'avait jamais entendue. Le sourire de Kendall s'était durci en quelque chose de tranchant et de dangereux. C'est toi qui perds. Puis, en se tournant pour partir, elle avait trébuché, en voyant son plateau repas plein s'écraser sur les genoux de Larkin, spaghettis, sauce, salade, lait au chocolat, tout. La cantine était devenue silencieuse pendant une seconde, puis avait éclaté de rire, de halètements et du son des téléphones sortis pour enregistrer la suite. Larkin était restée assise là, couverte de nourriture, la sauce imbibant ses vêtements, et avait senti quelque chose en elle devenir très calme et très froid. Kendall avait haleté, la main sur la bouche, dans une horreur feinte. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, je suis si maladroite !» Mais ses yeux étaient pleins de satisfaction. Roman s'était levé d'un bond, attrapant des serviettes, essayant d'aider, le visage rouge de colère. C'était fait exprès, espèce de... Kendall était déjà parti, ses amis la suivant, leur rire traînant derrière elle. Un surveillant avait finalement remarqué et s'était approché, demandant si Larkin allait bien, si elle avait besoin d'aller à l'infirmerie, si c'était un accident. Larkin avait hoché la tête à toutes les questions, mentant avec aisance, voulant juste partir. Elle était allée aux toilettes et avait essayé de se nettoyer, mais la sauce avait taché son jean préféré et son t-shirt était ruiné. Elle était restée devant le miroir, respirant prudemment, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle mouillait des serviettes en papier et essuyait inefficacement le désordre. La porte s'était ouverte et pendant un horrible instant, elle avait pensé que ce pourrait être Kendall, venant finir ce qu'elle avait commencé. Mais c'était juste une élève de seconde qui avait jeté un coup d'œil au visage de Larkin et était ressortie rapidement. Larkin était resté là jusqu'à ce que la cloche sonne, puis était allée au bureau et avait dit qu'elle était malade, qu'elle pouvait rentrer chez elle. Ils avaient appelé sa mère, qui était au travail, mais avait dit d'accord. Et Larkin avait marché les 3 kilomètres jusqu'à leur appartement en vêtements tachés, écouteurs aux oreilles, capuche relevée, de nouveau invisible. Ce week-end-là, Roman lui avait probablement envoyé une 12aine de textos. « Ça va ?» C'était tellement dégueulasse. On devrait la dénoncer. « Tu veux que je passe ?» Larkin avait répondu de manière minimale, ne voulant pas l'entraîner davantage là-dedans. Mais le dimanche après-midi, il s'était présenté à sa porte quand même, ayant apparemment obtenu son adresse de quelqu'un tenant un sac de son restaurant thaïlandais préféré. « Tu ne réponds pas au texto, alors je procède à une vérification de bien-être », avait-il dit avec un demi-sourire. Sa mère était à la maison, avait accueilli Roman à la porte et l'avait invité à entrer avec ce genre de regard entendu que les mères ont quand elles voient leur fille avec un garçon. Il s'était assis par terre dans son petit salon, mangeant du pad thai et discutant, et finalement, Larkin lui avait raconté une partie de l'histoire. Pas tout, pas toute l'étendue, mais assez pour qu'il comprenne que ce n'était pas un incident isolé. Son expression était devenue sérieuse. « Larkin, c'est du harcèlement, genre du vrai harcèlement. Tu dois le signaler. » Elle avait secoué la tête. « Ça ne fera qu'empirer les choses. Il faut juste que je fasse profil bas et que je tienne jusqu'à la fin de l'année. » Il avait l'air frustré. « Ce n'est pas juste pour toi. Tu ne devrais pas avoir à vivre comme ça. » Elle avait voulu lui parler de la promesse, de la raison pour laquelle elle ne pouvait pas riposter, même si elle le pouvait, de qui elle était avant. Mais les mots étaient restés coincés. « J'ai l'habitude », avait-elle dit à la place, ce qui était à la fois vrai et déchirant.
Roman avait tendu la main et pris la sienne, la tenant simplement, et ils étaient restés assis comme ça un long moment, connectés. « Eh bien, je ne vais nulle part, » avait-il dit finalement. « Quoi que ce soit, tu n'y feras plus face seul. » Et Larkin avait de nouveau senti cet espoir dangereux mêlé de terreur, car maintenant elle avait autre chose à perdre. 8e semaine, et Kendall a dû sentir ce lien, car elle s'y est attaquée avec précision. Une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avait filmé l'incident de la cantine sous plusieurs angles et l'avait monté avec des commentaires moqueurs et une musique de violon triste. L'avait posté sur TikTok où elle a été partagée et repartagée, des centaines de vues devenant des milliers. Le visage de Larkin était clairement visible, le moment de l'impact. La sauce s'étalant sur ses genoux, son expression de choc et de douleur. La section des commentaires était brutale. Roman avait essayé de la faire retirer, la signalant plusieurs fois, mais elle continuait d'être repostée par différents comptes. Des élèves qui n'avaient jamais parlé à Larkin auparavant étaient soudainement des experts de sa vie, ajoutant leurs commentaires, leurs jugements. Elle était devenue un mème, une blague. La fille qui s'était fait renverser de la nourriture dessus. Marcher dans les couloirs était devenu un parcours du combattant de chuchotements, de rires mal réprimés et de téléphones pointés. Même les professeurs l'avaient vue, l'avaient regardée avec pitié, gêne ou une indifférence étudiée. L'un d'eux l'avait prise à part et lui avait demandé si elle allait bien, si elle voulait parler au conseiller d'orientation. Larkin avait dit non. Le conseiller ne pouvait pas arranger ça. Mais ce qui a brisé quelque chose en Larkin, ce n'est pas la vidéo. C'est ce qui est arrivé à Roman. Il avait confronté Kendall dans le couloir, lui avait dit qu'elle devait arrêter, qu'il allait la dénoncer si elle ne le faisait pas. Kendall avait écouté avec ce sourire, puis avait lancé une rumeur selon laquelle Roman avait essayé de l'inviter à sortir et qu'elle l'avait rejeté, et que maintenant il était amer et se vengeait sur elle en sortant avec ce cas social bizarre. La rumeur n'avait aucun sens, mais elle n'en avait pas besoin. C'était suffisant pour que les amis de Roman, dans l'équipe de basket, le chambrent, pour que les gens le regardent différemment, pour mettre une cible sur son dos aussi. Et il s'en fichait. « Laisse-les parler », avait-il dit à Larkin. « Je connais la vérité. Tu connais la vérité. C'est ce qui compte. » Mais Larkin pouvait voir que ça l'affectait, la pression sociale, la façon dont sa réputation était endommagée par son association avec elle. Elle avait envisagé de rompre leur amitié pour le protéger, avait même répété les mots, mais chaque fois qu'elle essayait de les dire, elle ne pouvait pas. Elle était égoïste, réalisa-t-elle. Elle avait besoin de lui. Il était le seul point lumineux dans ce cauchemar. La 9e semaine apporta un changement en Larkin, subtil, mais indéniable. Quelque chose bougeait sous son extérieur soigneusement entretenu. Ça a commencé modestement. Elle a arrêté de regarder ses pieds en marchant, a commencé à croiser le regard des gens au lieu de les éviter. Sa posture s'est redressée d'une fraction, les épaules en arrière, au lieu d'être voûtée et protectrice. Roman l'a remarqué. « Tu sembles différente », a-t-il dit un jour au déjeuner. Pas différente en mal. Juste différente. Elle n'avait pas su comment l'expliquer. La promesse faite à son père était toujours sacrée, toujours contraignante, mais le poids de la porter seule, tout en absorbant les abus, devenait insoutenable. Elle avait commencé à rêver du dojo de son père, de la sensation du tatami sous ses pieds, de la violence contrôlée du combat d'entraînement, de la satisfaction d'exécuter une technique parfaitement. Elle se réveillait les poings serrés, son corps se souvenant de ce que son esprit essayait d'oublier. Une nuit, elle s'était levée à 2 heures du matin et avait enchaîné des katas dans sa chambre, se déplaçant à travers les versions fantômes des techniques, sa mémoire musculaire impeccable, malgré le temps passé. C'était comme visiter une tombe, douloureux, mais nécessaire. L'échange verbal a eu lieu un mardi, dans le couloir principal entre la 3e et la 4e heure. Larkin était à son casier, quand Kendall est apparu, flanqué comme toujours de Léa et Inès.
Le couloir était bondé, des gens partout, la scène parfaite. « Salut la souris !» avait commencé Kendall, son ton las, comme si c'était devenu une routine. Je me disais, tu sais quel est ton problème? Larkin avait continué à ranger son casier, sans répondre. Ton problème, c'est que tu es un fantôme. Tu n'existes pas. Même ton petit copain commence à comprendre que tu n'en vaux pas la peine. Quelque chose en Larkin avait cédé, pas cassé, mais s'était mis en place. Elle avait fermé son casier et s'était tournée pour faire face directement à Kendall, la regardant dans les yeux, soutenant son regard. Le changement dans sa posture, son énergie, devait être visible, car Kendall s'était en fait arrêté, momentanément décontenancé. « Je m'appelle Larkin », avait-elle dit, sa voix calme mais claire, audible dans la bulle d'espace autour d'eux. Pas la souris. Larkin. Et j'en ai assez. Le couloir était devenu plus silencieux, les gens sentant quelque chose de différent, les téléphones sortant. Kendall s'était rapidement ressaisi, riant. « Oh, la souris a une voix! Qu'est-ce que tu vas faire, me pleurer dessus ?» Léa et Inès avaient ri sur commande. Larkin l'avait juste regardé, vraiment regardé, voyant, au-delà de la performance, l'insécurité sous-jacente, le besoin désespéré de contrôle, d'attention et de pouvoir. « Je vais te demander une fois, poliment, de me laisser tranquille. Après ça... » Elle avait laissé sa phrase en suspens délibérément, laissant l'implication planer. Les yeux de Kendall s'étaient rétrécis. « Après ça quoi? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Sa voix s'était élevée, jouant pour le public qui se rassemblait maintenant. Larkin avait juste souri légèrement, pas agressive, pas menaçante, juste un sourire entendu. Espérons que nous n'aurons pas à le découvrir. Puis, elle s'était éloignée, laissant Kendall planté là, déstabilisé. Roman l'avait rattrapé 2 couloirs plus loin, les yeux écarquillés. « C'était quoi, ça ?» avait-il demandé. « C'était incroyable. » Larkin tremblait légèrement d'adrénaline, mais aussi de soulagement. Elle s'était défendue sans violence, sans briser sa promesse, mais elle avait aussi vu le regard dans les yeux de Kendall à la fin, pas de la défaite, pas de la peur, du calcul. Ce n'était pas fini, 10e semaine, et Larkin était différente d'une manière qui allait au-delà de la posture et du contact visuel. Elle avait recommencé à s'entraîner, seule dans sa chambre la nuit, répétant des techniques, des mouvements, son corps répondant avec joie aux schémas familiers. Elle avait sorti son kimono et l'avait suspendu là où elle pouvait le voir, un rappel de qui elle était vraiment. Elle avait commencé à manger plus, à mieux dormir, sentant la force revenir dans son corps, une force qui avait toujours été là, juste en sommeil. Roman avait remarqué le changement et semblait à la fois encouragé et inquiet. « Tu as l'air plus confiante », avait-il dit un après-midi au déjeuner. « C'est bien. Mais je crains aussi que Kendall n'intensifie les choses à cause de ça. Elle n'aime pas ne pas avoir le contrôle. » Larkin savait qu'il avait raison. La tension dans le lycée était palpable, comme l'attente d'un orage. Les autres élèves le sentaient aussi, le changement de dynamique, la façon dont Larkin ne se recroquevillait plus quand Kendall approchait, la façon dont elle tenait bon de petites manières. C'était déstabilisant pour l'ordre établi. L'incident majeur s'est produit un vendredi de la 11e semaine, orchestré avec le genre de précision cruelle qui montrait à quel point Kendall y avait réfléchi. Larkin quittait le lycée, traversant le parking en direction de l'arrêt de bus, quand elle a entendu Roman crier son nom. Elle s'est retournée pour le voir courir vers elle, et derrière lui, le petit ami de Kendall, un joueur de rugby nommé Dylan que Larkin avait à peine remarqué, se dirigeait vers la voiture de Roman avec une batte de baseball. Dans les secondes qu'il a fallu à Larkin pour comprendre ce qui se passait, Dylan a fait voler la batte à travers la vitre côté conducteur, la faisant voler en éclats, le verre explosant sur le parking. Puis il a porté un autre coup au pare-brise. Roman lui a attrapé le bras avant qu'il ne puisse toucher, et ils se sont empoignés. Dylan plus grand et plus fort, mais Roman ne reculant pas. Larkin a couru vers eux.
criant d'arrêter, et c'est là qu'elle a vu Kendall debout près de sa propre voiture, filmant le tout sur son téléphone, en souriant. D'autres élèves s'étaient rassemblés, certains filmant, d'autres regardant simplement. Un surveillant est finalement sorti du bâtiment et a commencé à crier, et Dylan a poussé Roman assez fort pour le faire reculer en titubant, puis a laissé tomber la batte et s'est éloigné comme si de rien n'était. La suite fut un chaos. La sécurité du lycée a été appelée, la police est arrivée, des dépositions ont été prises. La voiture de Roman était gravement endommagée, mais son assurance en couvrirait une partie. Dylan a été suspendu en attendant l'enquête, mais Kendall a prétendu ne rien savoir, a dit que Dylan était contrarié par autre chose et avait juste pété les plombs. Il n'y avait aucune preuve qu'elle avait orchestré cela, même si tout le monde le savait. La vidéo qu'elle filmait avait mystérieusement disparu. Roman était secoué mais plus en colère qu'effrayé, exigeant de vraies conséquences, mais le système bougeait lentement quand il bougeait. Larkin s'est assise avec lui en attendant que son père vienne le chercher, et elle a senti quelque chose de froid et de dur s'installer dans sa poitrine. C'était dirigé contre elle, pour la punir à travers Roman, et il avait été pris entre deux feux. C'était de sa faute, pour s'être fait des amis, pour s'être autorisé à aimer et à être aimé. « Je suis désolé », a-t-elle dit doucement. Roman l'a regardé vivement. « Pourquoi? Ce n'est pas toi qui as cassé ma vitre. » Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas la question. Ce week-end-là, Larkin a pris une décision. Non pas de se venger, cela déshonorerait l'enseignement de son père, mais d'arrêter de se cacher, d'être prête. Elle a sorti son équipement d'entraînement et a appelé son ancien coach. Ils ont parlé pendant 1 heure, elle lui racontant tout, lui écoutant sans jugement. « On dirait que tu as essayé de porter quelque chose de trop lourd toute seule, » a-t-il dit finalement. « Ton père t'a fait promettre de ne pas te battre, sauf si tu n'avais pas le choix. Mais l'arc, se défendre est un choix. Protéger les gens que tu aimes est un choix. Il y a une différence entre chercher la violence et refuser d'être une victime. » Ces mots ont tourné dans son esprit tout le week-end. Elle n'avait pas dit à sa mère ce qui se passait, ne voulant pas l'inquiéter, mais sa mère avait remarqué quelque chose. « Tu as l'air tendue, ma chérie. Tout va bien au lycée ?» Larkin lui avait servi le mensonge habituel, tout va bien, mais les yeux de sa mère s'étaient attardés sur elle avec inquiétude. Ce dimanche-là, Larkin était allé courir, se poussant à fond, sentant ses poumons brûler, ses jambes lui faire mal, et la clarté aiguë qui vient avec l'effort physique. En rentrant, elle a pris une douche puis s'est assise sur son lit et a ouvert le cahier qu'elle emportait partout, celui où elle gardait ses notes de cours, des pensées aléatoires, des croquis dans les marges. Elle a tourné à l'arrière, où elle avait glissé les certificats de sa formation, certificat de grade, victoire en tournoi, son certificat de ceinture noire signé par son père. Elle les a fixés pendant un long moment, se souvenant. Le lundi de la 12e semaine est arrivé avec une énergie différente. Larkin est entré dans le lycée Roosevelt, la tête haute, ses mouvements délibérés, n'essayant plus d'être invisible. Elle portait son jean et son sweat habituel, mais quelque chose dans sa façon de se tenir avait fondamentalement changé. Roman l'a rejointe à son casier, observant son expression. « Ça va ?» a-t-il demandé. Elle a hoché la tête. « Mieux que ça. » Quoi qu'il arrive, arrive. Il l'a regardée avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. C'est à la fois rassurant et terrifiant. Elle a souri sincèrement. Ouais. Ils ont marché ensemble jusqu'au premier cours, et Larkin a senti des yeux la suivre, des chuchotements, les gens sentant quelque chose de différent. Kendall était dans le couloir devant la salle de classe, a vu Larkin et a commencé à s'approcher avec ce sourire prédateur familier. Mais quelque chose dans le regard direct de Larkin l'a fait hésiter. Le moment s'est étiré, un défi tacite, puis Kendall s'est détourné avec un mouvement de cheveux dédaigneux. Mais Larkin avait vu le calcul dans ses yeux. Ce n'était pas Kendall qui reculait, c'était Kendall qui planifiait.
Le piège fut tendu au déjeuner, devant tout le monde, caméra prête. Larkin et Roman étaient assis à leur place habituelle quand Kendall est apparu avec tout son entourage, plus plusieurs sportifs, plus ce qui ressemblait à la moitié de l'élite sociale du lycée. Le niveau sonore de la cantine a baissé alors que les gens remarquaient la tempête qui se préparait. « Salut Larkin !» a dit Kendall, sa voix portant à travers l'espace. « Je voulais m'excuser pour tout. Vraiment, j'ai été horrible avec toi et ce n'est pas qui je veux être. » Sa performance était digne d'un Oscar. Expression contrite, ton vulnérable, main jointe comme si elle était sincèrement désolée. Roman avait l'air sceptique. Larkin a juste observé, attendant que le couperet tombe. « Alors, en guise d'excuse, a continué Kendall, je t'ai acheté ça. » Elle a sorti un sac cadeau d'apparence coûteuse et l'a posé sur la table devant Larkin. La cantine était maintenant complètement silencieuse, tout le monde regardant. Larkin n'a pas bougé. « Je ne veux rien de toi, a-t-elle dit doucement. Kendall a fait la moue. « Allez, regarde au moins. J'ai dépensé mon propre argent et tout. » La performance était pour le public, faisant passer Larkin pour déraisonnable de refuser. À contre-cœur, Larkin a attrapé le sac, a retiré le papier de soie et a trouvé un collier de chien, avec une médaille qui disait « Souris ». Le rire fut instantané et brutal, éclatant de toutes parts. Les téléphones étaient sortis pour filmer. Les gens postaient en direct, et l'expression de fausse sollicitude de Kendall s'était dissoute en une satisfaction triomphante. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a tendu la main par-dessus la table et a attrapé le cahier de Larkin, celui qui était toujours avec elle, celui qui contenait ses notes de cours, ses pensées et, à l'arrière, ses certificats. Avant que Larkin ne puisse réagir, Kendall l'a brandi. Qu'est-ce qu'il y a de si précieux là-dedans? Des lettres d'amour à Roman. Elle l'a ouvert, a commencé à feuilleter les pages, ses amis se pressant autour pour regarder. Larkin s'est levé assez vite pour faire tomber sa chaise, a tendu la main vers le cahier, mais Léa s'est interposée. « Laisse-moi voir », a dit Kendall, tournant les pages, cherchant quelque chose pour humilier davantage Larkin. Elle est arrivée à l'arrière du cahier, au certificat qui y était glissé, et les a sortis. « C'est quoi ça? Des trophées de participation ?» Elle a commencé à lire, puis s'est arrêtée, son expression passant à la confusion. « Certificat de ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. C'est à toi ?» Elle a regardé Larkin avec une surprise sincère. « C'est une sorte de blague, non ?» Avant que Larkin ne puisse répondre, Kendall a déchiré le certificat en deux, le son du papier se déchirant tranchant à travers la cantine comme un coup de feu. Puis elle l'a déchiré à nouveau, le déchiquetant, les morceaux flottant jusqu'au sol, comme des confettis. Voilà. Maintenant, ça correspond au reste de ta vie pathétique. Le rire a commencé à reprendre, mais quelque chose dans la pièce avait changé. Larkin se tenait complètement immobile, sa respiration contrôlée, son expression vidée de tout, sauf d'une concentration froide, qui a fait reculer instinctivement plusieurs élèves à proximité. Roman s'était levé aussi, se dirigeant vers elle. « Larkin !» Sa voix était incertaine, comme s'il approchait de quelque chose de dangereux. Elle a baissé les yeux sur les morceaux déchirés du certificat, la signature de son père à l'encre, le sceau officiel, le témoignage d'années d'entraînement, de discipline et de dévouement, détruit. Puis elle a levé les yeux vers Kendall, et son sourire était terrifiant dans son calme. « Tu viens de faire une erreur », a-t-elle dit doucement. Kendall a ri, mais ça sonnait forcé. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et Larkin a commencé à marcher vers la sortie, la foule s'écartant devant elle. Roman a suivi, lui attrapant le bras. « Où vas-tu » Elle l'a regardé avec des yeux clairs. « Chercher mon kimono. La journée de cours est presque finie de toute façon. » Ses yeux se sont écarquillés. « Larkin, ne fais rien de stupide, c'est juste du papier, on peut en avoir un nouveau. » Elle a secoué la tête.
Il ne s'agit pas du papier. Il s'agit de ce qu'il représentait, et du fait que j'ai tout essayé d'autre. Elle a sorti son téléphone et a envoyé à Kendall un simple message. « Parking de Roosevelt, après les cours. Juste toi et moi, réglons ça. » Puis, elle est sortie de la cantine, laissant le chaos dans son sillage. La nouvelle s'était répandue dans le lycée Roosevelt plus vite que n'importe quelle annonce officielle n'aurait pu le faire. À la dernière heure, tout le monde savait qu'il y aurait une bagarre sur le parking après les cours. Les professeurs avaient entendu des rumeurs et étaient en alerte, mais les élèves étaient maîtres dans l'art de garder les secrets quand ils le voulaient. Le lieu avait été partagé dans des discussions de groupe, sur les réseaux sociaux, chuchoté dans les couloirs. Il ne s'agissait plus seulement de Larkin et Kendall, c'était devenu du théâtre, du divertissement, le genre d'événement qui définit une année scolaire. Roman avait essayé de dissuader Larkin à plusieurs reprises. « C'est ce qu'elle veut », avait-il argumenté pendant l'intercours. « Tu te bats avec elle, tu te fais renvoyer, elle gagne. » Larkin avait juste secoué la tête. « Je ne vais pas me battre avec elle. Je vais me défendre, il y a une différence. » Son calme était absolu, et Roman avait reconnu qu'argumenter était inutile. « Alors, je viens avec toi. Je ne te laisserai pas faire ça seule. » Elle lui avait serré la main. « Je n'ai jamais été seule. Pas depuis que je t'ai rencontré. Mais c'est quelque chose que je dois faire. » Larkin était rentrée chez elle pendant la dernière heure. Techniquement, elle séchait les cours, mais aucun professeur ne l'avait arrêtée et avait enfilé son kimono. L'uniforme blanc lui donnait l'impression de revêtir une armure, son poids familier et réconfortant. Elle avait noué sa ceinture noire avec le rituel soigné que son père lui avait enseigné, chaque enroulement précis, le nœud exactement centré. Elle s'était regardée dans le miroir et avait à peine reconnu la personne qui la fixait. Ce n'était pas la fille invisible qui avait arpenté les couloirs de Roosevelt pendant 3 mois. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui en avait fini de se cacher. La voiture de sa mère n'était pas dans l'allée, toujours au travail. Alors elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine. « J'ai dû m'occuper de quelque chose, de retour pour le dîner. Je t'aime. » Puis elle était retournée au lycée, son kimono sous une veste ample, arrivant juste au moment où la dernière cloche sonnait. Le parking s'était transformé en arène. Au moins 200 élèves s'étaient rassemblés, formant un cercle lâche près des terrains de foot où il y avait plus d'espace. Certains étaient assis sur des capots de voitures, d'autres debout en groupe, tous avec leur téléphone sorti, prêts à filmer. Les professeurs avaient remarqué le rassemblement et se dépêchèrent d'arriver, mais ils étaient trop loin pour arrêter ce qui allait se passer. Kendall était déjà là, entouré de son entourage habituel, vêtu d'une tenue de sport de marque comme s'il s'agissait d'un entraînement. Elle riait avec Léa et Inès, confiante, jouant pour la foule. Quand elle avait vu Larkin approcher dans son kimono, son rire avait vacillé. « Qu'est-ce que tu portes ?» avait-elle crié d'un ton moqueur, mais il y avait une pointe d'inquiétude dans sa voix. Larkin avait marché jusqu'au centre du cercle, enlevant sa veste, se tenant dans son uniforme traditionnel complet. La foule s'était tue, contemplant la scène. Cette petite fille silencieuse, dans un kimono blanc immaculé, avec une ceinture noire nouée à la taille. Roman était apparu au bord du cercle, le visage crispé d'inquiétude. D'autres élèves qui avaient été à la cantine, qui avaient vu le certificat se faire détruire, commençaient à faire le lien, chuchotant. « C'est une vraie ? Ceinture noire ? Putain de merde !» Kendall avait retrouvé son assurance, s'avançant dans le cercle. « C'est pathétique. Quoi, tu crois que porter un costume va changer quelque chose ? Tu es toujours la même petite fée... » Elle n'avait pas fini sa phrase car Larkin s'était mise en position de garde de base, les pieds écartés à la largeur des épaules, les mains détendues le long du corps, la posture parfaite. Sa voix, quand elle parla, était calme, presque douce. « Je vais te donner une chance de partir. Excuse-toi pour ce que tu as fait, laisse-moi et Roman tranquilles et nous pourrons tous passer à autre chose. »
La foule s'était agitée, surprise par l'offre. Kendall avait ri, un rire dur et fort. « Tu plaisantes ? Je vais te démolir devant tout le monde. Et ensuite tu changeras de lycée parce que tu ne pourras plus te montrer ici. » Elle avait regardé ses amis, Dylan qui était venu prêt à défendre sa petite amie, la foule. « Que quelqu'un filme ça. Je veux que ce soit documenté quand je la détruirai. » Ce qui s'est passé ensuite serait raconté au lycée Roosevelt pendant des années, la légende grandissant à chaque récit, mais la vérité fondamentale resterait inchangée. Kendall a bougé la première, s'avançant agressivement et lançant un large crochet du droit, le genre d'attaque télégraphiée et incontrôlée que quelqu'un sans entraînement lance quand il est confiant dans son avantage de taille. Larkin s'est simplement décalé, angulant son corps, de sorte que le coup de poing est passé devant son visage, sans même la frôler. Le mouvement avait été si économique, si fluide, qu'il a fallu un moment à la foule pour réaliser que Kendall avait complètement manqué sa cible. Kendall a trébuché vers l'avant avec son propre élan, déséquilibré, et Larkin était derrière elle avant qu'elle ne puisse se reprendre, n'attaquant pas, se repositionnant simplement. Le message était clair. « Tu ne peux pas me toucher ». Kendall s'est retourné, le visage rouge d'embarras et de colère, et a chargé à nouveau, essayant cette fois d'attraper Larkin dans un plaquage désordonné. Larkin a fait un sprawl, une défense de base en lutte, gardant son centre de gravité bas et ses hanches en arrière, bloquant la tentative de mise au sol tout en maintenant un équilibre parfait. Son bras droit s'est enroulé autour du cou de Kendall dans une guillotine de face, contrôlant sa posture, la gardant penchée et incapable de générer de la puissance. « Arrête !» a dit Larkin doucement. « C'est fini. » Mais Kendall était au-delà de toute écoute, a essayé de se libérer, a agrippé le kimono de Larkin, a tenté de lancer des coups de poing désordonnés depuis cette position. Chaque tentative a été neutralisée avec un minimum d'effort, Larkin ajustant ses prises, contrôlant la distance, ne frappant jamais, se défendant et contrôlant seulement. La foule était maintenant silencieuse, les seuls sons étant les grognements frustrés de Kendall et le bruit des pieds sur l'asphalte. Ce n'était pas un combat, c'était une démonstration de la distance entre une personne entraînée et une personne non entraînée, entre la discipline et la rage. Larkin a relâché la prise et a reculé, donnant à Kendall de l'espace pour récupérer. « S'il te plaît, arrête !» a-t-elle répété. Kendall s'est relevé, la poitrine haletante, les cheveux en désordre, et son expression s'est transformée en quelque chose de laid et de désespéré. C'est à ce moment-là que Dylan s'est avancé, ses 100 kilos de joueur de rugby, venant à la défense de sa petite amie. « Ça suffit », a-t-il dit, se dirigeant vers Larkin avec une intention claire. Roman a commencé à s'avancer, mais Larkin a levé une main, l'arrêtant. « Dylan, non !» Sa voix était ferme, mais pas agressive. Il n'a pas écouté, a tendu la main pour attraper son épaule, probablement avec l'intention de la bousculer. Ce qui s'est passé ensuite était un pur réflexe, le produit de 10 000 heures d'entraînement. Larkin a attrapé son poignet au moment où il tendait la main, est entré dans son espace, a utilisé une clé de bras de base pour mettre son coude en hyperextension sans le blesser, a utilisé son propre élan vers l'avant pour le déséquilibrer, et en l'espace de peut-être 2 secondes, Dylan était au sol, son bras contrôlé. Larkin agenouillé à côté de lui dans une position parfaite. La technique s'appelle Udegatame en judo, et elle est conçue pour contrôler des adversaires beaucoup plus grands avec une force minimale. Dylan s'est débattu une fois, a senti la pression sur son coude augmenter jusqu'au point de douleur, et s'est immobilisé. « Tape !» a dit Larkin calmement, lui donnant l'option d'abandonner. Dylan a tapé 2 fois sur sa propre jambe, le signal universel de soumission, et Larkin a relâché immédiatement, se levant et reculant. C'est là que les choses ont dégénéré. Léa et Inès, loyales jusqu'au bout, se sont précipitées en avant avec 2 autres membres du clan de Kendall.
5 contre 1, devant 200 témoins, les téléphones filmant sous tous les angles. Plus tard, lorsque les vidéos seraient analysées image par image, ce qui serait remarquable ne serait pas la violence, il n'y en a eu presque aucune, mais l'économie de mouvement, le contrôle que Larkin a maintenu tout du long. La première attaquante, Léa, est arrivée en lançant des coups de poing. Larkin a esquivé le premier jab, a paré le direct, a attrapé le bras tendu de Léa et a exécuté une simple projection de hanche, au gauchis, l'envoyant rouler au sol, indemne mais déséquilibré. Inès a suivi, tentant un plaquage bas. La posture défensive de Larkin était parfaite, sa base large et stable, et elle a utilisé un underhook pour contrôler la tête d'Inès, a poussé vers l'avant avec ses hanches, a facilement bloqué la mise au sol avant d'utiliser un snap-down de base pour amener Inès face contre le bitume. Pas blessée, juste complètement contrôlée. La troisième attaquante, une fille nommée Morgane, a hésité après avoir vu les 2 premières tentatives échouer, puis a tenté une attaque surprise sur le côté. Larkin l'a vue en vision périphérique, s'est tourné vers l'attaque plutôt que de s'en éloigner, a utilisé l'élan de Morgane pour la faire tomber avec un simple fauchage de jambes, au sotogari, la guidant doucement au sol pour qu'elle ne soit pas blessée mais assez fermement pour qu'elle y reste. Le quatrième attaquant, un basketteur nommé Trey, a fait preuve de bon sens et s'est approché prudemment, les mains levées. « Arrête, c'est tout, a-t-il dit. On ne veut pas faire ça. » Larkin a hoché la tête. « Alors, ne le faites pas. » Ils se sont tournés autour pendant un moment, puis Trey a reculé, les mains levées en signe de reddition. « C'est bon pour moi. C'est de la folie. » La séquence entière avait duré peut-être 45 secondes. 5 adversaires, aucun blessé, tous contrôlés avec une précision technique et une retenue impeccable. La foule était sous le choc. Certaines personnes applaudissant, d'autres restant bouche bée. Les professeurs et la sécurité sont enfin arrivés, se frayant un chemin à travers la foule, criant à tout le monde de se disperser. Larkin se tenait au centre du cercle, respirant fort mais de manière contrôlée, son kimono à peine en désordre, son expression calme. Kendall se tenait au bord, observant, et l'expression sur son visage était complexe. Humiliation, oui, mais aussi quelque chose comme de la peur, comme si la réalité de ce qu'elle avait fait à quelqu'un capable de ce niveau de défense finissait par s'imposer. Larkin la regarda directement. « J'aurais pu vous blesser. N'importe lequel d'entre vous, j'aurais pu casser des os, déboîter des articulations, vous faire tous passer la soirée aux urgences, mais je ne l'ai pas fait, parce que ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas ce que mon père m'a appris. » Sa voix porta à travers le parking. « Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'on me laisse tranquille. Venir au lycée, me faire des amis, vivre ma vie. Vous n'avez pas pu le permettre. Vous avez fait de ma vie un enfer pendant des mois. Vous avez ciblé quelqu'un que j'aime. Et vous avez détruit quelque chose de précieux pour moi. » Elle désigna l'endroit où les morceaux de certificat déchirés étaient probablement encore sur le sol de la cantine. « Mais je ne vais pas devenir une brute pour arrêter une brute. Je ne vais pas blesser les gens parce que je le peux. Je vais me défendre, défendre mes amis et poser des limites. Et si vous ne pouvez pas respecter ces limites, alors voilà ce qui se passe. On vous montre exactement à quel point vous êtes impuissant. » Le silence après ces paroles fut absolu. Puis une personne se mit à applaudir, lentement et délibérément, et d'autres se joignirent à elle, et en quelques secondes, ce fut un tonnerre d'applaudissements. Pas tout le monde, certains amis de Kendall restaient silencieux comme des statues, d'autres semblaient mal à l'aise, mais une partie importante de la foule applaudissait cette petite fille en kimono qui venait de se défendre sans violence contre 5 agresseurs. Roman se fraya un chemin à travers la foule et rejoignit Larkin, la serrant dans ses bras. C'était la chose la plus terrifiante et la plus incroyable que j'ai jamais vue, dit-il dans ses cheveux. Elle le serra en retour, sentant l'adrénaline commencer à retomber, ses mains commençant à trembler sous l'effet du contre-coup. La proviseure adjointe arriva avec la sécurité du lycée, exigeant de savoir ce qui se passait, observant la scène des élèves au sol.
Larkin dans son kimono, la foule avec les téléphones sortis. Tout le monde retourne à sa voiture maintenant. Le lycée est fini, rentrez chez vous. La foule se dispersa lentement, à contre-cœur, les gens filmant encore, digérant encore. On dit à Larkin de venir au bureau, ainsi qu'à Kendall et à tous les autres impliqués. En traversant le parking, Larkin regarda en arrière vers le lieu de la confrontation et vit les caméras de surveillance montées sur les lampadaires. Tout aurait été enregistré. Bien. Qu'il voit exactement ce qui s'est passé. Les suites administratives durèrent des heures. Les parents furent appelés, des dépositions furent prises, des vidéos furent examinées. Les images de surveillance montraient tout clairement. Kendall attaquant la première, Larkin se défendant, Dylan intervenant, Larkin le contrôlant en toute sécurité, les autres attaquant, Larkin se défendant contre eux tous sans causer de blessure. La proviseure adjointe était assise dans son bureau, regardant les images plusieurs fois, son expression illisible. « Mademoiselle Thorne, dit-elle finalement, c'est sans précédent. Vous êtes clairement entraîné aux arts martiaux. » Larkin hocha la tête. Jiu-jitsu brésilien principalement. Un peu de boxe et de muay thai aussi. J'ai une ceinture noire, bien que le certificat ait été détruit. Elle le dit de manière factuelle, sans émotion. La proviseure adjointe regarda à nouveau les images. Vous vous êtes défendu sans causer de blessures graves à quiconque. C'est une retenue vraiment remarquable. Elle se tourna pour regarder Kendall et les autres. Cependant, cela ne change rien au fait qu'il y a eu une bagarre sur la propriété de l'école, et toutes les parties impliquées feront face à des conséquences. La mère de Larkin était arrivée, ayant quitté le travail plus tôt, le visage crispé d'inquiétude et de confusion. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, regardant Larkin dans son kimono, puis les administrateurs assemblés. Le proviseur expliqua la situation, lui montra les images vidéo. Larkin regarda l'expression de sa mère passer par le choc, l'inquiétude, la confusion, et finalement quelque chose comme de la fierté. Quand la vidéo se termina, sa mère regarda sa fille avec de nouveaux yeux. « Tu t'es remise à l'entraînement ?» Ce n'était pas une question. Larkin hocha la tête. « Juste à la maison. Rien d'officiel. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. » Sa mère resta silencieuse un long moment, puis tendit la main et prit celle de Larkin. « Ton père serait fier. Pas de la bagarre. Il n'a jamais aimé la violence. Mais de la façon dont tu t'es comporté, de la retenue que tu as montrée, des limites que tu as posées. Ses yeux étaient humides. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qui se passait? Que tu étais harcelé. » Larkin baissa les yeux. « Je ne voulais pas t'inquiéter, et je pensais que je pouvais gérer ça en l'ignorant. J'avais tort. » Les conséquences furent justes, tout bien considérées. Larkin reçut une suspension de 3 jours pour s'être battu sur la propriété de l'école, malgré la nature de légitime défense. Kendall et son groupe reçurent 2 semaines de suspension chacun, plus un suivi psychologique obligatoire, plus des ordonnances restrictives leur interdisant tout contact avec Larkin. Dylan fut renvoyé de l'équipe de rugby. L'administration promit de revoir ses politiques et protocoles de réponse au harcèlement. Ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose. Plus important encore, ils avaient regardé les vidéos des téléphones des élèves, avaient vu les mois de harcèlement documentés dans les posts, les commentaires et les enregistrements. Le schéma était indéniable. Le père de Kendall avait menacé d'intenter une action en justice, mais les avocats du lycée avaient souligné que sa fille avait attaqué la première, qu'il y avait des dizaines de témoins, que Larkin avait en fait preuve d'une retenue remarquable. Les menaces s'étaient rapidement évaporées. Roman avait attendu Larkin devant le bureau, l'avait ramené chez elle puisque sa mère devait retourner au travail. Ils étaient assis dans sa voiture devant son immeuble, le soleil se couchant, aucun ne parlant pendant un long moment. « Alors, dit-il finalement, ceinture noire, hein ?
Larkin sourit légèrement. Ouais, depuis mes 14 ans. Mon père m'a appris. C'est compliqué. Roman se tourna pour la regarder. Tu as gardé ce secret tout ce temps, cette capacité à te défendre. Pourquoi n'as-tu jamais... Il laissa sa phrase en suspens. Larkin resta silencieuse, rassemblant ses pensées. J'ai fait une promesse à mon père avant sa mort, que je n'utiliserai ce qu'il m'a appris qu'en dernier recours, que je ne chercherai pas la violence, que j'essaierai toutes les autres options d'abord. Sa voix était chargée d'émotion. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai essayé de l'éviter, j'ai essayé de raisonner, j'ai essayé d'obtenir de l'aide des autorités, j'ai tout essayé sauf riposter parce que j'avais peur que si je commençais, je ne pourrais pas m'arrêter, que je deviendrais la chose que j'essayais d'éviter. Roman tendit la main et prit la sienne. Mais tu t'es arrêté. Tu avais 5 personnes qui t'attaquaient et tu t'es arrêté. Tu as prouvé que tu n'es en rien comme eux. Larkin essuya ses yeux. Je l'espère. Mon Dieu, je l'espère. Les jours suivants furent surréalistes. La suspension de 3 jours de Larkin signifiait rester à la maison pendant que sa mère travaillait, digérant tout ce qui s'était passé. Les vidéos étaient devenues virales, pas seulement à Roosevelt, mais au-delà, partagées et repartagées sur toutes les plateformes, accumulant des millions de vues. Une lycéenne se défend contre 5 agresseurs avec les arts martiaux, était devenu un titre de journal. Les sections de commentaires étaient massivement favorables, les gens louant sa retenue et sa compétence, d'autres partageant leurs propres histoires de harcèlement. Les nouvelles locales avaient contacté le lycée pour un commentaire. L'histoire avait pris une vie propre, au-delà du contrôle de Larkin, et elle trouvait cela accablant. Elle avait supprimé ses applications de réseaux sociaux, avait éteint son téléphone, avait juste existé dans le calme de son appartement. Son ancien coach avait appelé, lui avait dit qu'elle avait tout fait correctement, que son père serait fier. Tu as respecté chaque principe qu'il t'a enseigné, Lark. Tu t'es défendu sans perdre ton humanité. C'est le plus grand accomplissement dans les arts martiaux. Ces mots l'avaient aidé plus qu'il ne le pensait probablement. Quand Larkin retourna au lycée le lundi suivant, l'atmosphère était complètement différente. En traversant le parking, en passant les portes d'entrée, en descendant le couloir principal, les élèves s'écartaient pour elle, mais pas par peur, par respect. Des gens à qui elle n'avait jamais parlé l'avaient saluée, lui avaient dit que ce qu'elle avait fait était courageux, avaient partagé leurs propres histoires de harcèlement et le souhait d'avoir eu le courage de se défendre. Certains s'étaient excusés de ne pas être intervenus, d'avoir été des témoins passifs. « J'ai vu ce que Kendall te faisait », avait dit une fille, les larmes aux yeux. « J'aurais dû dire quelque chose. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. » Larkin avait juste hoché la tête, l'acceptant, comprenant que les témoins passifs étaient compliqués, pris entre l'autopréservation et la responsabilité morale. Roman l'attendait à son casier, l'avait serré fort dans ses bras. « Bon retour, tu es un peu célèbre maintenant pour information. » Elle avait gémi. « Je ne veux pas être célèbre, je veux être normal. » Il avait souri. « Trop tard pour ça. Mais bon, au moins personne ne va plus t'embêter. » Il avait raison. Kendall retourna au lycée après ses 2 semaines de suspension, mais elle était différente. Plus silencieuse, isolée, son entourage habituel dispersé. Léa et Inès gardèrent leur distance avec tout le monde, déjeunant à des extrémités opposées de la cantine. La hiérarchie sociale qui avait semblé si permanente s'était fissurée et reformée. Kendall arpentait les couloirs la tête baissée, évitant le contact visuel, la prédatrice transformée en proie par le poids de ses propres actions. Larkin l'avait vue une fois dans les toilettes, juste elles deux, et elles avaient brièvement croisé leurs regards dans le miroir. Kendall avait détourné les yeux la première. Aucune n'avait parlé. Il n'y avait plus rien à dire. Mais 3 semaines plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Larkin était à son casier après les cours quand Kendall s'était approché seule, sans renfort, sans mise en scène.
Elle avait l'air nerveuse, vulnérable d'une manière que Larkin n'avait jamais vue. « Je peux te parler ?» demanda-t-elle doucement. Larkin se tendit instinctivement, puis se força à se détendre. « Bien sûr. » Elles se dirigèrent vers une salle de classe vide, les mains de Kendall tripotant la sangle de son sac. Une fois seul, Kendall prit une profonde inspiration. « Je veux m'excuser, vraiment m'excuser, pas la merde que j'ai essayé à la cantine. » Elle regarda Larkin directement. « Ce que je t'ai fait était horrible, inexcusable. J'ai fait de ta vie un enfer parce que je le pouvais. Parce que je gérais mes propres problèmes et que c'était plus facile de me défouler sur quelqu'un d'autre que d'y faire face. » Sa voix tremblait. « Mon père a des attentes insensées, et rien de ce que je fais n'est jamais assez bien, et j'ai pris toute cette pression et cette colère, et je l'ai tournée vers l'extérieur, sur toi, et c'était mal. » Larkin avait écouté sans l'interrompre, étudiant le visage de Kendall à la recherche de signes de manipulation ou de comédie, mais ne voyant qu'un remords sincère. « Ce que tu m'as fait, dit finalement Larkin, a affecté chaque aspect de ma vie pendant des mois. J'appréhendais de venir au lycée. Je me suis isolé parce que je pensais que me faire des amis les mettrait en danger. J'ai failli partir, failli changer de lycée, failli tout abandonner. » Kendall hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je sais, et je ne peux pas le reprendre, je ne peux pas l'annuler. Tout ce que je peux faire, c'est dire que je suis désolé, et le penser, et essayer d'être meilleur. » Elle essuya ses yeux. « Tu aurais pu vraiment me blesser. Nous tous. On t'a attaqué à 5 contre 1 et tu n'as cassé aucun os, n'as blessé personne sérieusement. Tu aurais pu, mais tu ne l'as pas fait. C'est... » Elle chercha ses mots. « C'est plus de clémence que je ne méritais. » Larkin resta silencieuse un long moment. « Mon père m'a appris que n'importe qui peut se battre. N'importe qui peut blesser les gens. La vraie force, c'est de choisir de ne pas le faire quand on en a le pouvoir. » Elle regarda Kendall fixement. « J'accepte tes excuses. Mais l'acceptation ne signifie pas l'oubli. Ça ne veut pas dire que nous sommes amis. Ça veut dire que je ne vais plus porter de haine pour toi, parce que ça ne ferait que m'empoisonner. » Kendall hocha rapidement la tête. « Je comprends. Je ne demande pas l'amitié. Juste le pardon, peut-être. Un jour. » Larkin y réfléchit. « Peut-être un jour. Pour l'instant, convenons simplement de nous laisser tranquilles. Respectueusement. » Kendall lui tendit la main, et après un moment d'hésitation, Larkin la serra. La poignée de main fut brève, formelle, mais elle représentait une sorte de clôture. Le reste de l'année scolaire se déroula dans une sorte de paix que Larkin n'aurait pas cru possible. L'épidémie de harcèlement à Roosevelt avait sensiblement diminué. La nouvelle des conséquences s'était répandue, l'administration était attentive, les élèves ne restaient plus silencieux. Le conseiller d'orientation du lycée avait approché Larkin pour lancer un programme anti-harcèlement, et bien qu'elle ait refusé de le diriger, elle avait accepté de prendre la parole lors d'une assemblée sur ses expériences. Se tenir devant tout le corps étudiant, partager son histoire, avait été terrifiant et cathartique. Elle avait parlé de son père, de la promesse, d'avoir essayé toutes les options pacifiques avant de finalement se défendre. « Je ne dis pas que tout le monde devrait apprendre les arts martiaux, » avait-elle dit dans le microphone, sa voix résonnant dans l'auditorium. « Mais je dis que tout le monde mérite de se sentir en sécurité à l'école. Tout le monde mérite que ses limites soient respectées. Et tout le monde a une responsabilité. Si vous voyez quelqu'un se faire harceler, ne restez pas silencieux. Le silence permet la cruauté. Votre voix compte. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. La relation de Larkin et Roman s'était approfondie naturellement par la suite. Ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous, dîner dans un restaurant thaïlandais suivi d'un film. Et c'était facile, confortable, plus assombri par la menace constante de harcèlement.
Il avait rencontré officiellement sa mère, avait dîné plusieurs fois dans leur appartement, était devenu quelqu'un en qui sa mère avait confiance. « C'est un bon garçon », avait dit sa mère un soir après le départ de Roman. « Garde-le. » Larkin avait juste souri. Ils avaient parlé de tout, leur passé, leurs peurs, leurs espoirs pour l'avenir. Roman lui avait parlé du divorce chaotique de ses parents, du sentiment d'être pris entre deux maisons, de l'utilisation de l'architecture comme une évasion pour créer des espaces parfaits parce que sa propre vie semblait chaotique. Larkin lui en avait dit plus sur son père, sur l'entraînement, sur la culpabilité qu'elle portait encore parfois d'avoir utilisé ce que son père lui avait appris, même si c'était en légitime défense. « Ton père comprendrait », avait dit Roman avec certitude. « Il t'a donné des outils pour te protéger et protéger les autres. Tu les as utilisés exactement comme prévu. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. » Un samedi de fin de printemps, Larkin était enfin retourné à son ancien dojo. Son coach l'avait accueilli avec une accolade chaleureuse, et remettre les pieds sur ses tatamis lui avait donné l'impression de rentrer à la maison. Elle s'était entraînée avec ses anciens partenaires, s'était perdue dans le rythme des exercices techniques et des combats, s'était souvenue pourquoi elle aimait tant cet art. Il ne s'agissait pas de violence. Il s'agissait de résolution de problèmes, d'échecs avec son corps, de l'incroyable autonomisation de savoir que l'on pouvait se défendre si nécessaire. Après le cours, son coach l'avait pris à part. « Tu as géré cette situation à ton lycée parfaitement. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Larkin avait hoché la tête, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Je pense que mon père serait d'accord. » Son coach avait souri. « Je sais qu'il le serait. » Il est probablement en train de regarder, fier comme tout. Larkin s'était mise à pleurer alors, la libération de mois de tension, de deuil et de stress. Et son coach l'avait juste laissé faire, sans jugement, sans la presser. Quand elle s'était enfin arrêtée, elle s'était sentie purifiée, prête à aller de l'avant. La fin de l'année scolaire approchait avec le chaos habituel des examens finaux et des projets de fin d'année et la conscience douce amère que ce chapitre se fermait. Larkin avait obtenu d'assez bonnes notes à ses examens pour sauver ses résultats malgré le semestre turbulent. Elle avait été invitée à plusieurs fêtes de fin d'année, avait même assisté à quelques-unes, et avait découvert qu'elle aimait socialiser quand ce n'était pas teinté de peur. Roman était avec elle à la plupart d'entre elles, mais elle s'était aussi fait d'autres amis, des gens qui l'avaient approchée après l'assemblée, qui avaient partagé leurs propres histoires, qui avaient formé de véritables liens. La fille qui s'était excusée d'avoir été une spectatrice, dont le nom était Alexis, était devenue une amie proche, quelqu'un avec qui Larkin étudiait et à qui elle envoyait des textos tard le soir, sur des pensées aléatoires. La communauté d'anciennes victimes et de témoins repentis s'était transformée en quelque chose de positif. Le dernier jour de l'année scolaire, Larkin avait traversé les couloirs de Roosevelt avec un étrange mélange d'émotions. Cet endroit avait été le théâtre de certaines de ses pires expériences, mais aussi là où elle avait trouvé Roman, où elle avait découvert sa propre force, où elle avait appris que la clémence était plus puissante que la vengeance. Elle était passée devant la cantine où le certificat avait été détruit, le parking où la confrontation avait eu lieu, les casiers où elle avait été un fantôme invisible. À chaque endroit, elle s'était arrêtée, reconnaissant le souvenir, puis le laissant partir. Roman l'avait trouvée debout devant le bâtiment, regardant la façade de briques et de verre. « Prête à laisser cet endroit derrière toi ?» demanda-t-il, glissant sa main dans la sienne. Elle serra ses doigts. « Ouais, mais je lui suis aussi reconnaissante, bizarrement. Tout ce qui s'est passé ici a fait de moi qui je suis. » Il lui embrassa la tempe. « Eh bien, j'aime qui tu es. Alors je suppose que je suis reconnaissant aussi, même si j'ai détesté te voir traverser ça. » Ce soir-là, il y eut un rassemblement informel au parc près du lycée. Pas un événement officiel,
Juste des élèves qui traînaient, célébraient l'été, se disaient au revoir. Larkin et Roman y étaient allés. S'étaient assis sur l'herbe avec Alexis et quelques autres, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. Quelqu'un avait apporté une enceinte et de la musique flottait dans le parc. Kendall était là aussi. Larkin l'avait remarqué, mais de l'autre côté du parc, avec un petit groupe qui n'incluait ni Léa ni Inès. Leurs regards s'étaient croisés une fois à distance, et Kendall avait offert un petit signe de tête, pas de l'amitié, mais de la reconnaissance. Larkin avait répondu de la même manière. Le passé ne pouvait être effacé, mais il ne devait pas non plus définir l'avenir. Alors que la nuit tombait et que le rassemblement commençait à se disperser, Larkin et Roman étaient retournés vers son appartement, prenant le chemin le plus long, profitant de l'air chaud de la nuit. « Alors, dit Roman, l'année prochaine, la terminale, qu'est-ce que tu espères ?» Larkin y réfléchit. La paix, apprendre, peut-être commencer à penser sérieusement à la fac, continuer mon entraînement, passer du temps avec toi. Elle lui sourit. Des trucs normaux. Il sourit à son tour. Normal, ça a l'air parfait. Bien que je doive dire que ta version de la normalité est beaucoup plus intéressante que celle de la plupart des gens. Ils rirent, et le son résonna dans la rue vide, plein de jeunesse, d'espoir et de la précieuse compréhension qu'ils avaient survécu à quelque chose de difficile et en étaient sortis plus forts. L'été passa dans un tourbillon d'entraînement, d'un travail à temps partiel dans une librairie, de moments passés avec Roman, et de la lente reconstruction de la confiance qui avait été érodée pendant ces mois sombres. Larkin avait continué sa thérapie, quelque chose sur lequel sa mère avait insisté après tout ce qui s'était passé et que Larkin avait trouvé étonnamment utile. Parler du traumatisme, de la culpabilité, des émotions complexes liées à sa défense lui avait donné des outils pour tout traiter sainement. Sa thérapeute avait souligné que Larkin avait fait exactement ce qu'elle devait faire, que l'autodéfense n'était pas la même chose que l'agression, que poser des limites par l'action quand les mots échouaient n'était pas seulement acceptable, mais nécessaire. « Vous avez fait preuve d'une retenue incroyable », avait dit la thérapeute lors d'une séance. « Beaucoup de gens dans votre situation auraient gravement blessé leurs agresseurs. Vous vous êtes contrôlé et avez contrôlé la situation simultanément. C'est remarquable. » Quand l'année de terminale commença, Larkin entra au lycée Roosevelt en étant une personne complètement différente du fantôme qui était arrivé la première fois. Elle était confiante, sans être arrogante, amicale, sans être naïve, forte, sans être agressive. L'histoire de ce qui s'était passé était devenue partie intégrante de la culture de Roosevelt. Une mise en garde sur le harcèlement, une source d'inspiration sur le fait de se défendre, un rappel que les gens n'étaient pas toujours ce qu'ils semblaient être. Les nouveaux élèves de cette année-là se voyaient raconter l'histoire par les plus anciens, les détails changeant et s'amplifiant au fil des récits, mais la vérité fondamentale demeurant. Ne sous-estimez pas les gens, ne soyez pas un harceleur, et si vous êtes ciblé, parlez-en. L'administration avait mis en place de nouvelles politiques, une formation obligatoire pour les enseignants sur la reconnaissance et la gestion du harcèlement, un système de signalement anonyme. Ce n'était pas parfait, aucun système ne l'est, mais c'était mieux. Larkin avait remarqué un changement en elle au-delà de la simple confiance. Elle était devenue consciente des autres élèves qui semblaient isolés ou ciblés, et elle s'était fait un devoir de leur tendre la main. Un élève de seconde silencieux, moqué pour ses vêtements. Larkin s'était assise avec lui au déjeuner, l'avait présenté à son groupe d'amis, l'avait regardé sortir lentement de sa coquille. Une fille harcelée en ligne. Larkin l'avait aidé à le signaler, lui avait offert son soutien, lui avait montré qu'il était normal de demander de l'aide. Elle ne s'était jamais positionnée comme une justicière ou une protectrice, juste comme quelqu'un qui était passé par là et qui comprenait. L'effet d'entraînement avait été réel, d'autres élèves avaient commencé à faire de même.
créant une culture où le harcèlement était moins toléré, où les témoins passifs devenaient des témoins actifs. Ce n'était pas universel, et des problèmes existaient encore, mais l'environnement était nettement meilleur. Kendall avait gardé ses distances tout au long de la terminale, mais Larkin avait entendu dire qu'elle suivait aussi une thérapie, qu'elle avait rejoint un programme de bénévolat dans un centre pour jeunes, qu'elle essayait d'être meilleure. Elles ne sont jamais devenues amies, trop d'histoires, trop de blessures. Mais elles avaient atteint une sorte de coexistence pacifique. Elles pouvaient être dans la même pièce sans tension, se reconnaître en passant sans drame. C'était peut-être le meilleur résultat possible compte tenu des circonstances. Larkin avait appris que le pardon n'exigeait pas la réconciliation, que l'on pouvait abandonner la colère sans embrasser la personne qui vous avait blessé. C'était une compréhension mature qui témoignait de la croissance qu'elle avait connue. La relation de Roman et Larkin avait continué à s'approfondir, passant de l'intensité d'un lien forgé dans la crise à la base plus stable d'un véritable partenariat. Ils avaient postulé ensemble dans des universités, pas nécessairement les mêmes, mais en se coordonnant pour rester relativement proches. Roman avait été accepté dans un prestigieux programme d'architecture, tandis que Larkin était entré dans une université avec un solide programme de droit et, chose importante, une équipe d'arts martiaux compétitive. L'idée de s'entraîner au niveau universitaire, de continuer à développer ses compétences tout en poursuivant ses études, l'excitait d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. L'héritage de son père continuerait, mais selon ses propres termes, à sa manière. Le printemps de la terminale avait apporté le chaos habituel du bal de promo et des préparatifs de la remise des diplômes, mais aussi une demande qui surprit Larkin. Le conseil d'administration du lycée lui avait demandé de prendre la parole lors de la cérémonie, de partager son histoire. Elle avait hésité, l'attention la mettait toujours mal à l'aise, mais sa mère l'avait encouragée. « Tu as quelque chose d'important à dire. Les gens ont besoin de l'entendre. » Alors Larkin avait écrit un discours, l'avait révisé une douzaine de fois, l'avait répété jusqu'à pouvoir le prononcer sans que sa voix ne tremble. Le soir de la remise des diplômes, assise dans sa toge et son mortier parmi des centaines d'autres élèves, elle sentit le poids du moment. Le chemin parcouru depuis cette fille effrayée et invisible qui était entrée à Roosevelt 15 mois plus tôt. Quand son nom fut appelé pour parler, elle se dirigea vers le podium, les jambes tremblantes, regarda la mère de visage, élèves, parents, professeurs, administrateurs, et prit une profonde inspiration. « Bonsoir » commença-t-elle, sa voix portant à travers le stade de foot où se tenait la cérémonie. « Je m'appelle Larkin Thorne, et je veux vous parler de force, de clémence et du courage de se défendre. » Elle raconta alors son histoire, condensée et éditée pour le temps imparti, mais en abordant les points clés, le harcèlement, la promesse à son père, la décision de se défendre enfin, le moment de choisir la clémence plutôt que la vengeance. La chose la plus facile au monde est de blesser les gens, dit-elle, de se déchaîner quand on est en colère, de dominer quand on a peur, de détruire quand on est blessé. Ce qui est difficile, ce qui demande une vraie force, c'est de choisir d'être meilleur, de choisir de se défendre sans perdre son humanité, de choisir de poser des limites sans devenir soi-même un tyran. Elle fit une pause, regardant directement Kendall dans la foule, qui la regardait en retour, les larmes aux yeux. Nous avons tous la capacité d'être cruels et la capacité d'être compatissants. Chaque jour, nous choisissons lequel nourrir, et je dois croire, que la plupart des gens choisiront la compassion si on leur en donne la chance et le courage. Le stade était silencieux, à l'exception du bruit lointain de la circulation. Mon père m'a appris que la violence devait toujours être un dernier recours, que la vraie force inclut de savoir quand se battre et quand s'éloigner. Il m'a appris que les arts martiaux ne consistaient pas à dominer les autres, mais à se protéger et à protéger ceux que l'on aime avec le minimum de force nécessaire. Et il m'a appris que la clémence, quand on a le pouvoir de détruire, est la plus haute forme de force.
Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais continua. Donc mon message à tous ici, en particulier à ceux qui se sentent impuissants, ciblés ou invisibles, vous êtes plus forts que vous ne le pensez. Vous avez le droit d'exister sans peur. Vous avez le droit de poser des limites et de les voir respectées. Et si vous avez besoin d'aide, demandez-la. Il n'y a aucune honte à cela. La vraie honte est de souffrir en silence. Elle regarda la section des professeurs. Et aux adultes, aux enseignants, aux administrateurs, aux parents, écoutez les jeunes dans vos vies. Prenez-les au sérieux quand ils vous disent que quelque chose ne va pas. Ne rejetez pas, ne minimisez pas, ne détournez pas le regard. Votre intervention peut littéralement sauver des vies. Ces derniers mots s'adressaient à tous. Nous pouvons tous faire mieux. Nous pouvons créer des communautés où le harcèlement n'est pas toléré, où les différences sont célébrées, où chacun se sent en sécurité d'être lui-même. Ce n'est pas facile et ce n'est pas rapide, mais c'est possible. Je le sais parce que je l'ai vu se produire ici, lentement, imparfaitement, mais réellement. Nous pouvons tous être meilleurs demain que nous ne l'étions hier. C'est ça, la croissance. Les applaudissements quand elle eut terminé furent écrasants, une standing ovation qui dura plusieurs minutes. Elle retourna à sa place dans un état second, Romane attrapant sa main et la serrant, Alexis se penchant pour la serrer dans ses bras, même des gens qu'elle connaissait à peine tendant la main pour toucher son épaule en signe de soutien. La cérémonie de remise des diplômes s'était poursuivie, noms appelés, diplômes remis, mortier jeté en l'air, mais c'est du discours de Larkin dont les gens parlaient après. Des parents l'avaient approché, certains en pleurs, partageant des histoires de leurs propres enfants qui avaient été harcelés ou qui avaient été des harceleurs et travaillaient pour changer. Des professeurs l'avaient remercié d'avoir articulé ce qu'ils avaient du mal à exprimer. Des élèves lui avaient dit qu'elle les avait inspirés à parler de leur propre situation. C'était accablant, humble et finalement guérisseur. Elle avait pris quelque chose de douloureux et l'avait transformé en quelque chose de significatif. Son père aurait été fier. Après la cérémonie, il y avait eu des fêtes dans toute la ville, mais Larkin, Romane et leur groupe d'amis proches avaient choisi de faire quelque chose de plus calme. Ils étaient allés dans un dîner ouvert toute la nuit, avaient pris une grande banquette et avaient parlé pendant des heures de leurs souvenirs de Roosevelt, de leurs espoirs pour l'avenir, de leur crainte de partir, de leur excitation pour ce qui allait suivre. Larkin avait regardé autour de la table, Alexis, Romane, les autres amis qu'elle s'était fait après sa période la plus sombre, et avait ressenti une gratitude immense. Ces personnes l'avaient soutenue, cru en elle. Ils avaient forgé des liens qui dureraient au-delà du lycée, des amitiés nées d'une lutte partagée et d'un respect mutuel. Vers 2 heures du matin, le groupe avait finalement décidé de se séparer. Romane avait ramené Larkin chez elle et ils étaient restés assis dans sa voiture devant son immeuble, aucun ne voulant que la nuit se termine. « Ce discours était incroyable, » dit-il doucement. « Tu es incroyable. »« Tu le sais, n'est-ce pas ?» Larkin appuya sa tête contre son épaule. « J'ai l'impression de devenir enfin la personne que je suis censé être. Comme si tout ce qui s'est passé, aussi horrible que ce soit, était nécessaire pour m'amener ici. » Romane lui embrassa le sommet de la tête. « Eh bien, je suis content que tu t'en sois sorti. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi maintenant. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, puis Larkin parla. « Merci de m'avoir vu quand j'étais invisible, d'être resté à mes côtés quand il aurait été plus facile de partir, d'être toi. » Romane lui souleva le menton pour qu'elle le regarde. « Toujours, quoi qu'il arrive, où que nous finissions, tu es coincé avec moi. » Ils s'embrassèrent alors. Un baiser doux et plein de promesses. 2 jeunes gens qui avaient traversé le feu et en étaient sortis plus forts, ensemble. L'été après le bac fut une période dorée. Travailler, s'entraîner,
passer du temps avec ses amis et Roman, se préparer pour l'université, exister dans cet espace liminal entre l'enfance et l'âge adulte. Larkin avait recommencé à participer à des tournois d'arts martiaux, retrouvant la joie du sport sans le poids du deuil qui y était attaché. Elle s'était classée dans plusieurs compétitions, avait renoué avec la communauté, et on lui avait proposé de donner des cours pour enfants à son ancien dojo. Elle avait commencé à le faire 2 fois par semaine, découvrant qu'elle aimait enseigner, aimait voir les jeunes élèves développer confiance et compétences, aimait transmettre ce que son père lui avait appris. Un soir de fin août, une semaine avant son départ pour l'université, Larkin nettoyait sa chambre et trouva le sac de sport avec son équipement. Tout au fond, sous le kimono, les médailles et les photos, elle trouva quelque chose qu'elle avait oublié, une lettre. C'était l'écriture de son père, adressée à elle, scellée. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant, dépliant soigneusement le papier. « Ma très chère Lark », commençait-elle, et le simple fait de voir son écriture lui brouilla les yeux de larmes. « Si tu lis ceci, je suis parti. Je suis désolé de ne pas avoir pu être là pour te voir grandir, pour te voir devenir la femme incroyable que je sais que tu seras. Je veux que tu saches à quel point je suis fier de toi, de ta discipline, de ton dévouement, de ton bon cœur. Les compétences que je t'ai enseignées sont des outils, rien de plus. Elles ne définissent pas qui tu es. Ce qui te définit, c'est la façon dont tu choisis de les utiliser, et j'ai une confiance absolue en toi pour faire les bons choix. » Larkin essuya ses yeux, continuant à lire. « Souviens-toi que les arts martiaux, c'est plus que se battre. C'est la confiance, c'est connaître sa propre force, c'est comprendre que tu peux gérer tout ce qui arrive. Mais c'est aussi la clémence, la retenue, être assez fort pour s'éloigner. Tu feras face à des situations où tu seras tenté d'utiliser tes compétences pour dominer ou intimider. Ne le fais pas, tu vaux mieux que ça. Le véritable test de ton entraînement n'est pas de savoir si tu peux vaincre un adversaire. C'est de savoir si tu peux choisir de ne pas le faire quand tu en as le pouvoir. » La lettre continuait. « Je t'ai fait promettre d'utiliser la violence uniquement en dernier recours, parce que je voulais que tu comprennes que toutes les autres options doivent d'abord être épuisées. Mais l'arc, te défendre n'est pas mal. Protéger les gens que tu aimes n'est pas mal. Poser des limites, même physiques, n'est pas mal. Si jamais tu te trouves dans une situation où tu dois agir, fais confiance à ton entraînement, à ton jugement, et ne laisse personne te faire sentir coupable de te protéger ou de protéger les autres. » Les derniers mots de son père étaient « Vis une vie pleine, ma chérie. Fais-toi des amis, tombe amoureuse, prends des risques, échoue parfois, réussis parfois, sois glorieusement, magnifiquement humaine. Ne laisse pas la peur te retenir. Et si quelqu'un essaie de te blesser ou de te rabaisser, souviens-toi, tu es une tempête. Silencieuse quand tu le choisis, dévastatrice quand tu en as besoin et toujours, toujours forte. Je t'aime pour toujours. Papa. » Larkin était assise sur le sol de sa chambre, tenant cette lettre, pleurant d'une manière qu'elle ne s'était pas autorisée à pleurer depuis des années. Le deuil, la gratitude, l'amour et la perte, tout se mélangeait, accablant et purifiant. Sa mère l'avait trouvée comme ça, s'était assise à côté d'elle et l'avait tenue dans ses bras, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Elles étaient restées ainsi jusqu'à ce que les larmes cessent, puis Larkin avait montré la lettre à sa mère. Sa mère l'avait lue, avait pleuré aussi, puis avait regardé sa fille avec des yeux clairs. Il savait exactement qui tu étais et qui tu deviendrais. Et il avait raison. Tu es une tempête. Tu es exactement la personne qu'il espérait que tu sois. Larkin avait plié la lettre soigneusement, l'avait mise dans un cadre avec une photo de son père, l'avait emballée dans ses bagages pour l'université. Elle l'accompagnerait, un rappel d'où elle venait et de qui elle essayait d'être.
Le jour où Larkin partit pour l'université, sa mère la conduisit les 3 heures jusqu'au campus, Roman suivant dans sa propre voiture, puisque son école était à proximité. Ils l'installèrent dans sa chambre d'étudiant, rencontrèrent sa colocataire, explorèrent le campus. La salle d'arts martiaux fut la découverte préférée de Larkin, un espace dédié avec des tatamis, des sacs de frappe, du matériel de musculation, tout ce dont elle pouvait avoir besoin. L'entraîneur l'avait recrutée pour l'équipe de compétition immédiatement après avoir vu ses références. Quand vint enfin le moment pour sa mère et Roman de partir, les adieux furent émouvants, mais pleins d'espoir. « Appelle-moi tout le temps », dit sa mère en la serrant fort dans ses bras. « Je suis si fier de toi, ma chérie. Ton père le serait aussi. » L'adieu de Roman fut plus difficile, sachant qu'ils seraient plus souvent séparés qu'ensemble maintenant, mais sachant aussi que c'était la bonne chose à faire. « Je te verrai les week-ends, et pendant les vacances, et dès qu'on pourra, » dit-il en la tenant près de lui. « Ce n'est pas un adieu, c'est juste à bientôt. » Larkin l'embrassa, les regarda s'éloigner, puis se tourna pour faire face à sa nouvelle vie. L'université fut à la fois un défi et une libération. Les cours étaient difficiles, mais stimulants. Sa colocataire, une étudiante en médecine nommée Jade, devint rapidement une amie. L'équipe d'arts martiaux fut incroyablement accueillante, et s'entraîner avec d'autres ceintures noires, se pousser mutuellement à s'améliorer, fut passionnant. Elle participa à plusieurs tournois interuniversitaires, gagna plus qu'elle ne perdit, et fit l'objet d'un article dans le journal de l'école pour ses réalisations. Mais plus que tout, elle se sentait libre, libre du poids de son passé, libre d'être elle-même sans peur, libre de se définir selon ses propres termes. Elle était toujours Larkin Thorne, la fille qui avait survécu au harcèlement et choisi la clémence plutôt que la vengeance. Mais elle était aussi bien plus que ça. Une étudiante, une athlète, une petite amie, une enseignante, une écrivaine. Elle avait commencé à tenir un journal sur ses expériences, envisageant d'en faire un livre un jour. Une personne avec de la profondeur, de la complexité et un potentiel infini. Des années plus tard, quand Larkin repenserait à son passage au lycée Roosevelt, les souvenirs seraient compliqués. La douleur de ces mois de harcèlement ne s'effacerait jamais complètement, mais elle serait équilibrée par la croissance issue de cette survie. Elle avait appris que la force se présentait sous de nombreuses formes, la force physique de se défendre, oui, mais aussi la force morale de faire preuve de clémence, la force émotionnelle de poser des limites, la force sociale de construire une communauté, la force mentale de traiter sainement un traumatisme. Elle avait appris que les gens étaient capables d'une cruauté terrible et d'une compassion incroyable, parfois au sein de la même personne. Elle avait appris que le changement était toujours possible pour ceux qui étaient prêts à faire le travail difficile. Elle avait appris que les témoins avaient autant de responsabilités que les victimes et les auteurs pour créer un meilleur environnement. Et elle avait appris que la promesse faite à son père ne consistait pas à ne jamais se battre, elle consistait à toujours être réfléchie, à toujours considérer les conséquences, à toujours choisir le chemin qui honorait ses valeurs. Le certificat qui avait été détruit à la cantine avait été remplacé. Son ancien coach avait fait jouer ses relations avec la fédération pour lui en obtenir un nouveau, certifié et officiel. Il était accroché au mur de sa chambre d'étudiant, à côté de la lettre encadrée de son père, des rappels physiques d'où elle venait et du chemin parcouru. Mais plus important que n'importe quel morceau de papier était la compréhension qu'elle portait en elle, que la vraie victoire ne consistait pas à vaincre un adversaire, à prouver sa force ou à se venger. La vraie victoire consistait à devenir la personne que l'on était censé être malgré les obstacles, à protéger son humanité même quand les autres essayaient de vous la prendre, à choisir chaque jour d'être meilleur que la pire chose qui vous soit jamais arrivée. C'était la leçon que son père avait essayé de lui enseigner, la leçon que le lycée Roosevelt l'avait forcée à apprendre, la leçon qu'elle emporterait avec elle dans chaque partie de sa vie.
Elle était Larkin Thorne, et elle était enfin vraiment libre.